Tu veux savoir à quel moment j'ai compris que quelque chose clochait? Ce n'était pas une insulte, pas une dispute, juste un compliment. C'était un dimanche matin. Mon téléphone a vibré. Un simple message. Tu sais que tu es incroyable? Je me demande comment tu fais pour toujours garder le contrôle. Signé, Élodie. Une collègue, une amie. Enfin, je croyais. Sur le moment, j'ai souri. Qui n'aime pas être reconnu? Qui ne se sent pas flatté quand quelqu'un remarque sa force tranquille? Mais 5 minutes plus tard, un deuxième message arrive. Si tu pouvais me rendre un petit service demain, ce serait génial. Juste parler à la direction à ma place. T'as plus d'impact qu'eux. Et là, un frisson. Pas de ceux qui te traversent quand tu as froid, mais ceux qui te secouent quand tu sais qu'on essaie de te tirer une ficelle invisible. Tu vois, ce n'était pas une demande. C'était un enchaînement. Une flatterie suivie d'un piège. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Et c'est là que le jeu a vraiment commencé. Dans les jours qui ont suivi, elle m'a bombardé de gentillesses, d'éloges, d'invitations à déjeuner. À chaque fois que je prenais de la distance, elle trouvait une nouvelle manière de me ramener. Tu m'inspires. Tu es la seule personne qui me comprend. Tu sais toujours quoi dire. Et pourtant, dès que je refusais une faveur, l'ambiance changeait. Elle devenait froide, silencieuse. Puis, à peine quelques heures plus tard, « Désolé, j'étais juste un peu stressé. Tu sais comme je t'admire. » C'est là que j'ai compris que ce n'était pas moi qu'elle admirait. C'était ce qu'elle pouvait obtenir de moi. Il y a une forme de manipulation bien plus dangereuse que l'agression frontale. Elle ne crie pas. Elle ne frappe pas. Elle murmure. Elle t'offre une chaise confortable, puis te fait douter de ta position debout. Elle t'inonde de chaleur jusqu'à ce que tu oublies que tu brûles. Un jour, elle m'a demandé de mentir pour elle. Rien de grand. Une petite couverture, un oubli stratégique. Tu comprends? C'est pour m'éviter des problèmes. Et puis, toi, tu sais gérer ça mieux que moi. J'ai dit non. Et son visage a changé. Comme un masque qui tombe. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas protesté. Elle m'a regardé avec ce sourire vide et elle a dit « Tu n'es pas aussi loyal que je le pensais. » C'est ce jour-là que j'ai appelé Mr. Carter. Tu ne connais pas Mr. Carter. Peu de gens le connaissent vraiment. Il n'était ni coach, ni gourou. Juste un vieux monsieur qui tenait une librairie en retrait de la ville. Mais il avait ce don, celui de voir à travers les gens. Je lui ai raconté tout. Et il a ri. Pas un rire moqueur, un rire triste. Ce que tu vis, Adam, c'est une guerre douce. Une guerre faite de gestes lents et de mots enrobés. Elle ne veut pas te détruire. Elle veut te dévier. Elle veut que tu deviennes utile à ses yeux. Rien de plus. J'ai demandé « Mais pourquoi moi ?» Il a haussé les épaules. Parce que tu es stable. Parce que tu ne joues pas leur jeu. Et ça, c'est insupportable pour les gens qui manipulent. Ils cherchent des marionnettes. Et toi, tu coupes les fils. Il m'a regardé dans les yeux, sans détour. Alors ils te séduisent. Ils t'admirent. Ils t'élèvent. Pour mieux, te garder en laisse. Je suis resté silencieux. Il a ajouté plus doucement. Tu veux sortir de ce piège? Apprends à dire non, sans te justifier. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à observer. Chaque mot, chaque demande déguisée, chaque « tu es tellement fort, je n'aurai jamais ton courage », suivi de « alors tu pourrais faire ça à ma place ?» Et j'ai appris, pas à me défendre, à ne plus m'exposer, à reconnaître les ficelles avant qu'elles ne s'enroulent autour de mes poignets. Mais ce n'était pas fini. Un soir, Élodie m'a attendu devant mon immeuble. Elle avait les yeux rouges. Elle m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi. Tu me rejettes. J'ai toujours été sincère avec toi. » Je n'ai rien répondu. Elle a levé les mains. « Tu vois, tu me punis de t'aimer. C'est toi le manipulateur maintenant. » Et là, j'ai senti le piège se refermer. Parce que la manipulation a changé de visage. Elle était passée de douce à accusatrice, de miel à poison. J'ai pensé à Carter. « Je sais ce que tu fais.
Je l'ai regardée, calme, neutre, et j'ai dit « Je n'ai pas changé, j'ai juste arrêté de faire semblant ». Elle m'a regardé. Longtemps. Puis elle est partie. Depuis ce jour, je vis plus léger. Mais je reste en alerte. Parce que ces tactiques-là, elles reviennent. Pas toujours avec le même visage, mais toujours avec le même but. Te faire douter, te faire céder. Alors écoute-moi bien. Si tu sens que quelqu'un t'élève trop vite, c'est peut-être qu'il prépare ta chute. Si tu sens que les compliments deviennent des chaînes, coupe-les. Même si ça fait mal, parce qu'il vaut mieux marcher seul avec lucidité que danser entouré avec des menottes invisibles. Il n'y a pas de bruit plus sourd que celui d'un mensonge qui circule sans toi. Au début, tu ne l'entends pas. Tu continues ta vie, tu travailles, tu dors, tu ris. Mais autour de toi, quelque chose bouge. Les regards deviennent plus furtifs, les silences plus lourds. Et puis, un jour, sans avertissement, quelqu'un t'évite. Puis un autre. Et tu comprends. Trop tard. Pour moi, tout a commencé par un détail insignifiant. C'était dans l'open space. Une collègue m'a lancé en riant. « Alors, t'as vraiment dit que tu pourrais faire le boulot de Vincent à sa place ?» Je l'ai regardé. Un blanc. Je n'avais jamais dit ça. Jamais pensé ça. Mais le ton était léger. Presque innocent. Alors j'ai souri. J'ai répondu « Bien sûr que non. Tu me connais ?» Mais elle n'a rien dit. Elle a juste levé les sourcils, comme si elle doutait, comme si une graine venait d'être plantée. Et moi, sans le savoir, j'étais devenu le jardin. Le jour suivant, Vincent m'a à peine salué. Et quelques jours après, mon chef m'a demandé, à demi-mot, « Tu sembles tendu avec l'équipe. Tout va bien ?» Et c'est là que la peur s'est installée. Une peur nouvelle, pas celle du danger physique. Non, une peur plus lente, plus corrosive. Celle de ne plus contrôler ton image, de voir ta réputation devenir un puzzle cassé, que d'autres recollent à leur manière. Je suis allé voir Élodie. Tu te souviens d'elle, non? Celle du chapitre précédent. Je lui ai demandé « T'as entendu quelque chose sur moi ?» Elle a baissé les yeux, un peu trop vite. Et puis elle a dit « Tu sais, les gens parlent. Mais moi, je sais qui tu es. » Ce « mais » a résonné comme une gifle. Ce jour-là, j'ai compris. C'était elle. Ou peut-être quelqu'un d'autre, qu'elle avait simplement alimenté de sous-entendus. Mais peu importe. Le feu était allumé, et moi, j'étais déjà en train de brûler. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que les rumeurs ne naissent pas toujours de haine. Parfois, elles naissent d'un besoin de contrôle. Parce que si on ne peut pas t'écraser, alors on te fait perdre l'équilibre. Un collègue vient me voir. Il me dit « Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Certains trouvent que tu prends un peu trop de place. » J'ai ri. Mais au fond, ça piquait. Parce que je ne parlais presque pas. Je faisais juste mon travail. Et c'est là que le doute a commencé à me ronger. Je me suis demandé « Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce que je dégage quelque chose qui dérange? Est-ce que c'est moi le problème ?» Et c'est exactement là qu'ils veulent t'avoir. Ce n'est pas le mensonge qui te détruit. C'est ce qu'il fait naître en toi. Le soupçon, la gêne, l'envie de corriger une version de toi que tu ne reconnais même pas. Alors j'ai revu Mr. Carter. Il était assis dans sa librairie, comme toujours. Le bruit d'une horloge ancienne remplissait l'air, régulier, implacable. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a simplement dit « Ne combat, pas l'écho, marche ». Je ne comprenais pas. Alors il a ajouté « Un écho ne vit que si tu lui réponds. Si tu cries, il crie avec toi. Mais si tu restes silencieux, il s'éteint. C'est dur, tu sais. Ne pas se défendre, ne pas expliquer, ne pas chercher à remettre les choses à leur place. Mais j'ai essayé. J'ai décidé de ne rien dire. Rien à personne. Plus un mot. Et au début, c'était insupportable. Chaque sourire en coin me blessait. Chaque messagerie non lue, chaque non-invitation, chaque porte qui se fermait sur mon passage.
Mais je me suis accroché. J'ai continué à travailler, à rester digne, à parler peu, mais juste. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Un mois plus tard, Vincent m'a tendu une tasse de café. Sans un mot, il m'a regardé longuement. Et il a dit « J'ai compris, c'était pas toi ». Je n'ai rien répondu. J'ai juste hoché la tête. Parce que dans ce jeu-là, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne. C'est celui qui reste droit, quand tout autour s'effondre. Mais attention, le silence n'est pas une fuite, c'est une force, un choix. Et il ne fonctionne que si tu es sûr de toi. Si tu sais que ton intégrité parle plus fort que tous les bruits extérieurs. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes ça. Quand quelqu'un commence à répandre des choses sur toi, observe leur méthode. Ils ne veulent pas juste te blesser. Ils veulent te pousser à réagir, à te justifier, à t'expliquer, encore et encore, jusqu'à ce que tu t'épuises. Ne joue pas leur jeu. Reste calme, reste juste. Ne réponds pas au poison avec du venin, parce que tôt ou tard, la vérité émerge. Pas toujours avec fracas. Parfois, elle revient comme une brise, discrète. Mais elle revient. Et quand elle le fait, ceux qui t'ont accusé sont déjà fatigués de mentir. Et toi, tu es toujours là, entier. Tu veux savoir quand tu es vraiment pris au piège? Ce n'est pas quand on t'attaque, c'est quand on t'accuse de ce que tu n'as pas fait. Un matin, j'ai reçu un message. Pas long, juste une phrase. Je ne pensais pas que tu serais capable de ça. C'était Sarah. Une amie de longue date. Pas une simple connaissance. Quelqu'un que j'avais soutenu dans des périodes noires. Quelqu'un que j'avais cru loyal. J'ai répondu aussitôt. Capable de quoi? Pas de réponse. Les heures passent. Je reçois un autre message. D'un ami commun cette fois. Franchement, mec, tu vas trop loin? J'étais perdu. Alors j'ai appelé Sarah. Boîte vocale. Et puis, lentement, j'ai compris. Une histoire circulait. Une rumeur selon laquelle j'aurais humilié Sarah en public. Lors d'un dîner auquel je n'avais même pas assisté. D'après les témoins, je l'aurais rabaissé, interrompu, ridiculisé. Mais voici le piège. Sarah ne disait rien de tout cela directement. Elle se contentait de faire allusion, de soupirer, de dire qu'elle avait été blessée, qu'elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait changer à ce point. Et autour d'elle, les gens la consolaient. Je regardais tout ça se dérouler comme une scène à laquelle je n'étais pas invité. On parlait de moi, sans moi, et plus j'essayais de rétablir les faits, plus on me regardait comme un agresseur qui se défend. Parce que dans ce jeu-là, la logique ne fonctionne pas. La victime autoproclamée n'a pas besoin de preuves. Elle a des larmes, un regard blessé, une voix tremblante. Et ça suffit. J'ai été piégé dans un rôle que je n'avais jamais joué. Celui du méchant. J'ai revu Mr. Carter. Il m'a écouté, sans un mot. Puis il a dit « Ils sont doués, ceux qui jouent la victime. Parce que leur pouvoir, c'est l'indignation. Et toi, si tu t'indignes aussi, tu perds. » Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que je fais alors? Je laisse tout le monde croire à cette version. » Il a souri. Un sourire dur. « Tu laisses le masque tomber tout seul. Tu n'as pas besoin de le déchirer. Les gens qui mentent sur leur souffrance finissent toujours par en dire trop, par se contredire, par montrer que leur blessure n'a pas de profondeur, juste du théâtre. » J'ai pris une longue inspiration et j'ai fait le choix de me taire. Pas de message, pas de justification, rien. Je suis allé travailler. Je suis resté cordial avec ceux qui me regardaient de travers. J'ai continué mes projets. Je me suis occupé de ce que je pouvais contrôler. Et j'ai attendu. Sarah, elle, n'a pas pu s'empêcher de continuer. Elle glissait des allusions, des demi-vérités, des phrases floues. Mais elle allait trop loin. Et petit à petit, les gens ont commencé à voir les incohérences. Un jour, lors d'une soirée, un de mes amis s'est approché. Il m'a dit « Tu sais, je crois que Sarah exagère. Il y a trop de versions différentes. » J'ai juste répondu «
je n'ai rien à prouver. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément. Parce que j'avais compris une chose essentielle. Si tu réagis à chaque attaque, tu te transformes en ce qu'ils veulent que tu sois. Mais si tu restes droit, stoïque, sans haine, alors tu exposes leur jeu, sans dire un mot. Ceux qui jouent à la victime cherchent une chose, que tu entres dans leur scène, que tu cries, que tu te justifies, que tu t'énerves. Parce que là, ils peuvent pointer du doigt et dire « Regardez, c'est bien ce que je disais, ne leur donne pas ce pouvoir. Ne sois pas leur partenaire de théâtre, sois spectateur. Et regarde-les s'effondrer sous le poids de leur propre rôle. » Aujourd'hui, Sarah ne parle plus de cette histoire. Elle évite le sujet. Beaucoup ont compris. Certains sont revenus vers moi, d'autres non. Mais je m'en fiche. Parce que la vérité n'a pas besoin de publicité. Elle a juste besoin de patience. Alors si un jour, quelqu'un retourne tout contre toi, ne cherche pas à convaincre. Ne crie pas ta version sur les toits, reste calme, reste digne, et laisse les masques tomber d'eux-mêmes, car il n'y a pas de meilleure revanche que la vérité qui revient sans bruit. Tu n'entends jamais vraiment le moment où ça commence. Il n'y a pas de signal, pas d'alarme, juste une impression, une sensation vague que quelque chose ne tourne pas rond. J'ai su que quelque chose changeait le jour où je n'ai pas été invité à un déjeuner de groupe. Rien de dramatique à première vue. Une sortie improvisée, disait-il. Un truc, entre collègues après une réunion. Mais j'étais dans la réunion. J'avais entendu les rires étouffés. J'avais vu les regards. Et j'avais senti dans ce silence particulier l'odeur froide de l'exclusion. Tu sais ce que ça fait. Ce n'est pas de la tristesse. C'est pire. C'est une forme de disparition. Comme si, lentement, on glissait ton nom en dehors des cercles. Comme si tu étais encore là. Mais plus vraiment. Au début, j'ai cru à un malentendu. Peut-être que c'était vraiment improvisé. Peut-être qu'ils avaient oublié. On s'invente toujours des excuses pour ne pas voir la vérité. Mais la semaine suivante, j'ai vu une story Instagram. Une soirée. Des visages familiers. Des sourires. Et toujours le même angle. Sans moi. Et j'ai compris. Ce n'était pas un oubli. C'était une décision. Ceux qui ne peuvent pas te contrôler essaieront toujours de te couper des autres. Ils savent que tant que tu es entouré, tu es fort. Alors, ils isolent. Lentement. Stratégiquement. Ils ne te crient pas dessus. Ils ne t'attaquent pas. Ils s'éloignent, en entraînant les autres avec eux. J'ai commencé à recevoir moins de messages, moins de réponses, des délais plus longs, des regards plus distants. Et surtout, ces petites phrases glissées comme du venin. Je ne sais pas ce qu'il a ces derniers temps. Ou, il est devenu un peu froid, non? Et toi, tu n'as rien fait. Tu es juste resté toi-même. Tu as dit non là où il fallait. Tu as tracé ta route. Tu as refusé de jouer. Et pour ça, tu dois payer. J'ai revu Mr. Carter. Il m'a servi un thé, comme à son habitude. Et avant même que je parle, il m'a dit « Il te coupe pour mieux te plier ». Je lui ai demandé « Mais pourquoi ? Je ne les attaque pas. Je ne cherche même pas à convaincre. » Il a levé les yeux. « C'est justement ça, Adam. Tu existes en dehors de leur code. Tu ne demandes rien. Tu n'as pas besoin de validation. Et ça, pour eux, c'est une menace. Parce que si tu n'as pas besoin d'eux, peut-être que les autres non plus, n'en ont pas besoin. » Et là, j'ai compris. Mon indépendance n'était pas un problème. C'était un danger. Alors ils faisaient ce que font ceux qui veulent que tu plies. Ils essayaient de me rendre seul. Tu veux savoir comment ça se manifeste? C'est dans les anniversaires qu'on oublie. Les réunions où ton nom est rayé. Les projets qu'on ne te propose plus. Et surtout, les silences. Ces silences qui ne viennent pas de l'oubli, mais de l'intention. Mais Carter m'a appris quelque chose ce jour-là. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Tu veux redevenir fort? Renforce ce qui est vrai. » « Comment ça ?» ai-je demandé. « Ne cours pas après ceux qui s'éloignent. Ne demande pas d'explications.
Ne m'en dis pas l'attention. Au lieu de ça, rapproche-toi de ceux qui ne bougent pas. Un seul lien authentique vaut mieux que 100 apparences sociales. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de regarder les messages non reçus. J'ai arrêté de chercher mon reflet dans les yeux des autres. J'ai écrit à mon frère, à un vieil ami. J'ai repris contact avec des gens qui me connaissaient, vraiment, depuis longtemps. Et quelque chose a changé. Je n'étais plus seul, pas parce que les autres étaient eux revenus, mais parce que j'avais cessé de confondre foule et présence. Et surtout, j'ai appris à me tenir debout même sans applaudissements. Ceux qui cherchent à t'isoler croient que sans le bruit des autres, tu vas t'éteindre. Mais parfois, c'est dans le silence qu'on entend enfin sa propre voix. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ça. L'isolement n'est pas toujours une fatalité. Parfois, c'est un filtre, un test, un passage. Et si tu l'acceptes, si tu marches, seul sans peur, alors tu deviens inatteignable. Parce que ce que personne ne peut t'enlever, c'est ta capacité à rester toi, même dans le vide. Et ce jour-là, ils comprennent qu'ils ont perdu. Tu sais ce qui est le plus dangereux? Ce n'est pas quand quelqu'un te crie dessus, ce n'est pas la violence frontale, ce n'est pas la trahison brutale. C'est quand, doucement, méthodiquement, quelqu'un t'amène à douter de toi. Tu ne le vois pas venir, tu ne sens pas le piège. Parce que les mots sont doux, les phrases sont soignées, et elles arrivent toujours dans un contexte de bienveillance. Mais un jour, tu te regardes dans le miroir, et tu ne sais plus si ce que tu penses est « encore à toi ». Moi, ça a commencé par des compliments. Encore. Mais pas des compliments simples. Des compliments avec des conditions. T'as toujours de bonnes idées, mais t'as parfois du mal à les structurer. Ou bien, t'es très créatif. Dommage que tu sois si impulsif. Et moi, je disais merci. Parce qu'on m'avait appris que les critiques étaient des cadeaux. Mais à force de les recevoir, je ne savais plus ce qui était vrai. Et ce qui était juste une manière polie de m'empoisonner. Puis il y a eu les conseils, toujours formulés avec tact, toujours déguisés en gestes d'aide. Tu sais, à ta place, je ne ferais pas ça comme ça. Mais bon, chacun sa manière. T'as pensé à demander l'avis de quelqu'un d'un peu plus expérimenté? Et encore une fois, je disais merci, parce que j'étais poli, parce que je voulais bien faire, parce que je pensais qu'il voulait m'aider. Mais un jour, j'ai préparé un projet important. J'y avais mis des semaines. C'était solide, original, clair, et juste avant la présentation, un collègue m'a dit, l'air léger, « T'as pas peur que ça manque de profondeur ?» Et j'ai paniqué. J'ai relu tout. J'ai modifié. J'ai supprimé. J'ai ajouté. J'ai perdu confiance en ce que j'avais construit. Et quand est venu le moment de présenter, j'étais flou, hésitant, nerveux. Le projet a été rejeté. Ce soir-là, j'ai regardé mon écran et je me suis dit, est-ce que je suis en train de me saboter ou est-ce qu'ils le font à ma place? C'est là que je suis retourné, voir Mr. Carter. Il m'a reçu sans un mot. J'ai expliqué ce que je vivais. Les conseils, les doutes, les regards, les sous-entendus. Et il m'a simplement dit, ils ne veulent pas que tu tombes, ils veulent que tu marches avec leurs béquilles, pour pouvoir te dire que tu leur dois ton équilibre. J'ai levé les yeux. Mais pourquoi faire ça? Il a souri triste. Parce que si tu crois en toi, ils perdent leur pouvoir. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas moi qui étais instable. C'était eux qui faisaient trembler le sol sous mes pieds à chaque fois que j'avançais. Tu veux savoir comment on sabote quelqu'un? Ce n'est pas en lui criant dessus. C'est en le félicitant. Juste assez pour qu'il continue, mais jamais assez pour qu'il prenne confiance. C'est en semant des doutes avec élégance, en proposant mieux, toujours, en faisant de ton indépendance un danger pour leur ego. Alors j'ai décidé de changer. J'ai commencé à noter mes idées et à ne plus les montrer avant d'être sûr de moi. J'ai pris mes décisions sans les soumettre à validation. Et quand quelqu'un me disait «
Tu devrais peut-être revoir ça. Je répondais calmement. C'est possible. Mais j'assume mon choix. Et tu sais quoi? Certains ont reculé. D'autres ont insisté. Mais moi, pour la première fois, depuis longtemps, je ne tremblais plus. Parce que la confiance ne naît pas du regard des autres. Elle naît de la répétition du courage. De ta capacité à continuer, même quand personne ne t'applaudit. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes ça. Si quelqu'un te fait douter de toi en permanence, sous couvert d'aide, d'amitié ou de mentorat, pose-toi une seule question. Est-ce que je me sens plus forte après l'avoir écouté ou plus fragile? Et si la réponse, c'est plus fragile, alors tu es face à un saboteur déguisé. Ne lui donne pas les clés de ta boussole intérieure, car une fois que tu ne sais plus dans quelle direction tu vas, tu finiras par suivre n'importe qui. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin qu'on te rassure pour avancer. Tu as besoin de croire que même dans le doute, tu es capable. Et c'est cette fois-là qu'ils essaient de t'enlever. Tu sais quel est le vrai test de ta force intérieure? Ce n'est pas ce que tu fais quand tout va bien. C'est comment tu réagis quand on essaie délibérément de te faire exploser. Moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'on me provoquait exprès. Je croyais que c'était des maladresses, des petites piques, des moments de tension passagers. Mais un jour, j'ai croisé son regard, celui de Nicolas, et j'ai vu quelque chose d'autre. Pas de la colère, pas de la frustration. Non, j'ai vu le plaisir de me voir vaciller. Tout a commencé par des remarques anodines, en réunion. Tu as fini ton dossier ou tu réfléchis encore? Tout le monde riait doucement. Moi aussi. Je ne voulais pas faire de vagues. Puis c'est devenu plus direct. C'est original, ta manière de présenter les choses. On dirait presque que tu improvises. Toujours avec le sourire. Toujours. Devant les autres. Et puis un jour, seul à seul, il a dit « Tu sais, je t'aime bien. Mais parfois, t'as ce petit air de supériorité. Ça peut t'agacer. » Il voulait que je m'excuse, que je me défende, que je me justifie. Mais j'ai souri, juste un peu, et j'ai dit « Je prends note. » Il n'a pas aimé. Les semaines suivantes, il a redoublé d'efforts. Il corrigeait mes documents devant les autres. Il m'interrompait en pleine phrase. Il faisait semblant de mal comprendre mes propos. Et toujours avec cette fausse innocence. Le but n'était pas de corriger. Le but était de me faire craquer. Et je l'ai failli, plus d'une fois. Il y a eu ce moment, dans l'ascenseur, où il m'a glissé à l'oreille. « Tu sais, je pense que tu n'as pas ce qu'il faut pour ce poste. » Ce n'était pas une critique. C'était une lame. Et il espérait une seule chose, que je m'énerve, que je lui donne ce qu'il attendait, que je devienne l'image qu'il essayait de vendre aux autres, celle d'un type instable, arrogant, trop sensible. Ce soir-là, je suis allé voir Monsieur Carter. Il m'a regardé longtemps, sans parler. Puis il a dit « Il veut te faire ressembler à lui, parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais te dépasser. Alors il tente de te salir, de t'abaisser à son niveau, pour que, le jour où tu perds ton calme, tu perdes aussi ta légitimité. » Je me suis effondré dans la chaise. « Et je fais quoi ?» Il a souri. « Tu ne bouges pas. Tu veux dire je me laisse faire? Non, tu restes là, fort, silencieux, immuable, comme une montagne face au vent. Il s'épuisera, pas toi. » Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, Nicolas a fait une remarque blessante sur ma présentation, en pleine réunion, devant tous les cadres. J'ai levé les yeux, je l'ai regardé, et j'ai dit, sans élever la voix, « Je note ton retour. Merci. » Il s'est figé, parce qu'il attendait le feu. Il a eu le givre, et ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Chez lui. Tu vois, les provocateurs se nourrissent de ta réaction, pas de ton opinion, pas de ta colère, de ta réaction. Ils veulent te faire perdre ce que tu contrôles, ton image, ta voix, ta paix. Et quand tu leur refuses cette offrande, ils s'étouffent avec leur propre venin. Ce n'est pas facile.
Rester calme quand on t'attaque demande une force que peu comprennent, parce que tout ton corps hurle, tes poings se serrent, ton cœur bat vite, et tu veux te défendre, tu veux rendre coup pour coup. Mais à ce moment précis, le vrai pouvoir, c'est de ne pas leur ressembler. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes ça. Si quelqu'un te cherche, si quelqu'un s'acharne, si quelqu'un t'expose, te provoque, te pique, ne mords pas à l'hameçon. Respire, regarde et souris. Car le calme est la forme la plus élégante de vengeance, et ta dignité est une gifle que personne n'oublie. Tu ne remarques pas les premières fois. C'est subtil, une manière de parler, une expression que tu utilises souvent, reprise par quelqu'un d'autre. Tu crois à une coïncidence, un hasard. Après tout, on s'influence tous, non? Mais un jour tu regardes cette personne, et tu ne vois plus elle. Tu vois? Toi, moi, c'était Thomas. On travaillait ensemble depuis 6 mois. Sympa, compétent, toujours enthousiaste. Il me posait souvent des questions. Tu fais comment pour gérer autant de trucs? Ou t'as toujours une bonne manière de dire les choses? Je t'admire. J'étais flatté. J'essayais de l'aider. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à remarquer des choses. Il utilisait mes phrases exactes en réunion. Il reprenait mes idées, parfois avec les mêmes mots, une semaine après. Mais ce n'était pas du plagiat évident. C'était plus sournois, comme si mes façons de penser, mes choix, mes tournures devenaient les siennes. Et les autres ne voyaient rien. Au contraire, Thomas a bien évolué, non? Il a de plus en plus d'impact. Et moi, je me taisais, parce que je ne voulais pas paraître jaloux, parce que je me disais que j'exagérais. Mais un jour, il a fait une présentation. Et tout y était. Mes schémas, mon vocabulaire, mes anecdotes, même mon ton de voix, et les gens ont applaudi. Quelque chose en moi s'est fissuré. Je suis allé voir Mr. Carter. Encore. Il m'a écouté, comme toujours. Puis il a dit, « Ils ne veulent pas ton chemin, juste ta destination. » Je ne comprenais pas. Tu as marché dans la boue pour bâtir ta manière d'être. Tu t'es cassé les genoux. Tu as saigné pour devenir solide. Et lui, il te regarde et se dit, « C'est plus simple de reproduire l'extérieur que de construire l'intérieur. » Je me suis effondré dans le fauteuil. Mais il va finir par me remplacer. Carter a souri. « Tu crois qu'on peut remplacer une âme avec une copie? L'original, Adam, finit toujours par ressortir. Parce qu'il vit. La copie, elle, fatigue. Parce qu'elle joue un rôle. Je suis resté silencieux. Mais je savais qu'il avait raison. Alors j'ai changé de posture. Je n'ai plus essayé de me défendre. Je n'ai plus essayé de prouver que j'étais l'original. Je me suis contenté d'évoluer encore plus. J'ai appris de nouvelles choses, changé ma manière de travailler, de penser, d'agir. Et Thomas, lui, est resté figé, parce qu'il n'avait pas compris la chose essentielle. Quand tu copies quelqu'un, tu avances toujours avec un temps de retard. Un jour, lors d'une réunion importante, un directeur a demandé « Quelqu'un a une vision différente? Quelque chose d'original ?» J'ai levé la main. J'ai proposé une idée. Elle sortait du cadre habituel. Elle venait de mes insomnies, de mes lectures, de mes blessures. Et elle a changé le projet. Thomas, lui, n'a rien dit. Il attendait un modèle. Il n'y en avait pas. Et là, j'ai vu dans ses yeux la panique. Ce jour-là, j'ai compris que ma force ne résidait pas dans ce que les autres pouvaient reprendre, mais dans ce que personne ne pouvait prévoir. Écoute-moi bien. Il y aura toujours des gens pour te copier, pour mimer ton style, ton énergie, tes mots. Mais ce qu'ils ne peuvent pas reproduire, c'est ton feu intérieur, ta douleur, tes nuits blanches, tes silences, ta réflexion. Ceux qui copient veulent ton éclat, mais ils ne peuvent pas supporter ton processus. Alors continue, invente, change, évolue.
Parce qu'un jour, la copie cessera de te suivre. Non pas parce qu'elle n'en aura plus envie, mais parce qu'elle n'en sera plus capable. Il y a des ennemis bruyants, ceux qui s'opposent, qui te définent, qui te critiquent ouvertement. Ceux-là, tu les repères vite. Tu sais où ils sont. Tu sais comment te protéger. Et puis, il y a les autres, ceux qui sourient, qui te félicitent, qui te disent bravo, mais qui, au fond, espèrent une seule chose, que tu t'effondres. Moi, je les ai découverts sans bruit. C'était après une réussite, une promotion, un moment de bascule. Un de ces moments où tu sens que quelque chose s'ouvre enfin. J'étais content, pas arrogant, juste heureux. Et autour de moi, les visages se sont figés. Pas tous, mais certains. Des silences plus longs, des réponses plus froides, des sourires plus tendus. Et cette phrase qui revenait, encore et encore. C'est super pour toi, vraiment, tant mieux. Mais tu entends ce qu'il y a derrière, pas tant mieux, juste, tant pis pour eux. J'ai voulu me convaincre que je me faisais des idées, que j'étais parano, que j'exagérais. Mais les semaines suivantes, j'ai remarqué des signes. Certains ne répondaient plus à mes messages. D'autres me disaient « Tu vas sûrement être trop occupé maintenant ». Et puis, il y avait ces fameux compliments passifs-agressifs. « Tu changes, hein? Tu fais plus attention à ton image ». Ou encore « J'espère que tu vas rester accessible ». Comme si réussir était une trahison. Comme si monter un étage t'éloignait d'eux, alors que tu les avais toujours respectés. Un soir, Jean ai parlé à Mr. Carter. Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit « Certains ne t'en veulent pas pour ce que tu fais, mais pour ce que ça leur rappelle. Je ne comprenais pas. Ton progrès, Adam, reflète leur stagnation. Ta discipline, leur paresse. Ta lumière, leur ombre. Et même s'ils t'aiment, une partie d'eux espère que tu tomberas. Pas par méchanceté, mais parce que ta réussite les confronte à leur propre renoncement. Et là, j'ai compris. Ces gens ne veulent pas te voir échouer pour te faire du mal. Ils veulent juste se rassurer. Se dire que tout ça, ce que tu fais, ce que tu deviens, c'est temporaire. Que ça va redescendre. Que tu reviendras dans leur monde, là où c'est tiède, confortable, normal. Alors ils attendent, pas activement, pas en saboteur, mais en silence, avec des regards, des absences, une certaine retenue. Ils sont là, tendus, à espérer que tu te trompes, que tu te perdes, que tu échoues. Et le plus cruel, c'est qu'ils se disent qu'ils t'aiment. Mais l'amour vrai ne jalouse pas. Il ne parie pas contre toi dans l'ombre. Alors j'ai fait un choix. J'ai arrêté d'attendre leur validation. J'ai arrêté de vouloir qu'ils comprennent. J'ai arrêté de me justifier, de minimiser mes succès pour ne pas les déranger. J'ai compris que la vraie liberté, c'est de réussir sans demander pardon. Tu veux savoir ce qui les blesse le plus? Ce n'est pas ton éclat, c'est ton silence. Le fait que tu continues d'avancer, sans bruit, sans frime, sans besoin d'écraser qui que ce soit, juste toi, droit, calme, présent. Parce que là, ils ne peuvent plus dire que tu es arrogant. Ils ne peuvent pas dire que tu te la racontes. Ils n'ont plus rien à critiquer. Et pourtant, ils n'arrivent pas à te rejoindre. Tu n'as pas besoin de crier ta victoire. Tu n'as même pas besoin de la célébrer. Il suffit qu'elle existe. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Alors écoute bien. Ne ralentis pas pour être aimé. N'échoue pas pour être accepté. Ne reviens pas en arrière pour rassurer ceux qui ont peur d'avancer. Va, avance, et laisse le silence faire le tri. Un jour, ils verront que tu ne tombes pas, que tu tiens, que tu bâtis, que tu crées. Et là, deux choses se produiront. Certains te rejoindront, vraiment, en conscience. Par respect, d'autres disparaîtront, rongés par le silence.
Mais toi, tu seras toujours debout. Tu es encore là. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Tu sais maintenant. Tu sais que quand tu refuses d'être contrôlé, les autres ne s'en vont pas toujours. Ils changent simplement de stratégie. Tu n'es plus docile, alors ils deviennent subtils. Tu ne réponds plus, alors ils montent une pièce de théâtre. Tu tiens debout, alors ils cherchent à te plier dans l'ombre. Mais à travers ces 8 tactiques, il y a une vérité que tu dois graver en toi. Ce qu'ils font n'a rien à voir avec toi. Tout à voir avec eux. Ta liberté est un miroir. Ta clarté, une provocation. Ta constance, une menace. Tu ne te justifies pas. Tu ne participes plus à leur jeu. Et cette absence de réaction les fait paniquer. Alors ils tentent de te manipuler. Ils mentent sur toi. Ils inversent les rôles. Ils isolent. Ils minent ta confiance. Ils t'attaquent pour que tu craques. Ils te copient pour mieux t'effacer. Et enfin, ils espèrent que tu tomberas, pour ne pas avoir à se relever eux-mêmes. Mais tu n'as pas plié. Tu as observé. Tu as compris. Tu as traversé. Et maintenant, c'est à toi de choisir. Tu ne pourras pas empêcher les tentatives. Le monde est rempli de personnes qui vivent dans le contrôle, la peur et le besoin de domination. Mais tu peux décider, à chaque instant, de ne pas leur ressembler. Alors choisis une seule réponse, une seule, celle qui t'a le plus parlé.